no sítio que faz conferências que irei referir isso, mas é uma parte junto sobre a biodiversidade e serviços sociais. Ora, muito boa tarde, je vais parler portugais. Pardon, il y a la traduction, c'est Mais je comprends, j'entends, je comprends le français. Très bien. Mais je ne parle pas. Bom, então, muito boa tarde, vou falar português. É com muito orgulho que vamos iniciar estas 4 conferências de cidades sustentáveis. Agradecer muito aqui ao Instituto francês, à Embaixada também, à Lisboa Nova e à Câmara por esta iniciativa. Nós julgamos que se há coisa que hoje no mundo temos como desafio é precisamente o ciclo da água e nomeadamente o ciclo urbano da água. Às vezes dizem-me aqui em Lisboa que nós em Lisboa não temos problemas de água. Porque a nossa água é ótima, é verdade, para ter. Não há faltas de água, é verdade. E que, portanto, temos água para muitos dezenas de anos, também é verdade. Mas esquecemos de dizer um pequeno pormenor. É que a água vem de 100 km de Lisboa. Não há água em Lisboa. E acho que devemos começar por aqui. É que o problema do ciclo da água nas cidades começa exatamente por aí. De onde é que vem a água? A água, como nós sabemos, de Lisboa vem de Castelo de Bode. Eu disse 100 km, mas deve ser à volta disso. 150, ainda mais. E esta é a primeira reflexão que temos que fazer, é que de facto as cidades precisam para já perceber isto, que a água vem de qualquer lado, de qualquer fonte, longe do sítio onde vivemos, e depois, tirando a agricultura, o sítio onde se consome mais água é Lisboa. E depois olhamos para Portugal, e nem quero falar do mundo, mas falamos de Portugal e percebemos que temos períodos de escassez de água brutais, que temos sítios sem água durante determinado tipo durante determinados períodos do ano. E isto vai se agravar. E, portanto, há uma coisa que eu tenho a certeza, nós temos todos a certeza, é que nós sem água não sobrevivemos. E, portanto, tudo o que pudermos fazer e tudo o que podemos discutir sobre a água é essencial para as cidades, para o mundo e para a sobrevivência do homem. E isto também se prende com as alterações climáticas, porque os problemas vão ser bastante agravados. Quando se fala dos desafios do ciclo urbano da água, devemos começar por aqui e depois devemos ter outro tipo de considerações. Primeira consideração, e falo especificamente de Lisboa, mas podia falar de praticamente todas as cidades. A água que nos chega muitas vezes, ou em grande parte, é desperdiçada. E, portanto, há aqui como é que um recurso que é essencial para nós
se pode dar o direito de desperdiçar água. E nós desperdiçamos água em muitas coisas. Desperdiçamos água nas nossas casas, porque utilizamos mal a água nas nossas casas, porque desperdiçamos água em coisas que são inúteis no sentido da sobrevivência humana. Lavar ruas, lavar carros, regar jardins, sei lá, perder água nas redes de distribuição de água. E, portanto, esta é outra questão. Nós temos que saber de onde é que vem a água, temos que saber que não podemos desperdiçar a água, temos que ter um uso inteligente da água. Eu acho que é isto que se vai discutir um pouco aqui, Sofia, ajuda-me, nestes 4 debates ou conferências sobre os desafios da água, do ciclo urbano da água. Lisboa pode estar muito orgulhosa. Nós temos, provavelmente, somos para aí a 5ª cidade melhor do mundo nas percas de água, na distribuição. O trabalho da Companhia das Águas de Portugal, da EPAL, que tem um trabalho extraordinário. Nós desperdiçamos, ou perdemos, 10%, à volta de 10% da água na rede de distribuição. O que, comparado com Londres, ou não queria falar de Paris, porque não ofender ninguém, mas temos um excelente resultado nesse sentido. De qualquer maneira, não podemos nunca esquecer isso, e melhorar sempre. Estava eu tão orgulhoso deste mundo quando me percebi que no último ano nós conseguimos poupar 50% da água outra vez. E eu dizia, mas como é que se nós tínhamos os tais 10%, éramos os 4 melhores do mundo, como os portugueses gostam muito de dizer a maior ponto do mundo, a maior ponto da Europa, ou a maior feijoada, e ora na rede de distribuição também dizemos este tipo de coisa. Mas como é que se nós tínhamos isto e estávamos tão orgulhosos e anunciávamos isto, como é que, apesar de tudo, nos últimos ano e meio conseguimos poupar ainda 50%? Pois é que tínhamos os lagos desperdiçavam água, tínhamos sistemas de rega completamente ineficientes e que gastavam água quando era preciso, e ao melhorarmos estes aspectos conseguimos melhorar o desperdício da água. E estamos a fazer esse caminho. Portanto, isto não pode parar. Nós não podemos desperdiçar água para fins que não sejam ou água potável para fins que não sejam inúteis, neste sentido da nossa sobrevivência. Depois também chegámos a outra conclusão. A maior parte da água vai para os rios, ou vai para o mar, e não há um aproveitamento dessa água para estes fins. Nós podemos não regar jardins, ou não, por muito eficiente que sejamos, estamos assim cada vez mais eficientes. Água potável para regar jardins ou para lavar ruas, porque nós, para esses efeitos, podemos utilizar a água, voltar a mesma água que vem das fábricas de água, das entradas, e voltar à cidade para estes fins inúteis, e isso também dá uma grande conforto, nós sabermos que estamos a gastar água. Não estamos a gastar água potável, enfim, só propriamente para a nossa sobrevivência. E acho que esse é outro desafio das cidades, do ciclo da água, que nós temos que apostar, e Lisboa, julgo aí que está a fazer um bom projeto nesse sentido. E julgo que ainda este mês vamos apresentar já uma parte do sistema da água que vem para lavar ruas e que vem para regar, e em 2025 já temos a cidade coberta com uma rede especificamente para este uso. Falta-nos aqui outro ponto, que é nas nossas casas.
E aí temos tido grande dificuldade. E aí precisamos de muita ajuda. Porque é incompreensível que mesmo o sistema construtivo das nossas casas, hoje em dia, não seja obrigatório, que não se gaste água ou que não haja sistemas inteligentes dentro das casas da água, que a água das banheiras vá para as sanitas, que a água dos lavatórios vá para as sanitas e que não haja um reaproveitamento de água inútil para coisas que também são inúteis, no sentido de que está na sanita para ir embora e, portanto, não faz sentido que seja. E neste momento, as pesquisas que temos feito, a ajuda que temos pedido, tem sido, juntamente dos construtores desse tipo de equipamento, tem sido muito difícil nós temos um sistema que seja eficaz e que nesta dicotomia entre a eficácia e a sustentabilidade económica, que também é importante para analisar estes casos, consigamos fazer alguma coisa neste sentido. E portanto aí tem que haver qualquer processo legislativo e qualquer legislativo que seja, que torne isto obrigatório e ao mesmo tempo que haja uma evolução na indústria neste sentido. Eu julgo que este é um dos desafios, julgo que também vai ser debatido nesta. Estou certo? Sim, nós vamos falar especificamente aqui. Bom, mas eu acho que queria introduzir isto. Há aqui um assunto, que não sei se também vai ser falado, mas que eu de qualquer maneira o refiro, que é absolutamente essencial, que é percebermos que a água, ou a distribuição da água, está sempre ligada à energia. E não faz sentido nós estarmos a falar de distribuição da água se não falarmos, neste momento crucial, também de sistemas sustentáveis de energia para a distribuição da água. Eu acho que Lisboa vai dar um grande passo no ano que vem. Lisboa e Portugal, em grande parte, porque toda a distribuição da água vai começar a ser distribuída com sistemas fotovoltaicos para a distribuição da água. O que é aproveitando aquilo que nós temos em Portugal, que é sol, que é precisamente permitir que a água seja distribuída com energia limpa. E acho que isso é um passo muito positivo e é um assunto que se deve estudar e que se deve aplicar o mais rapidamente possível. Falando de água e falando de energia, eu acho que podemos dar aqui um salto qualitativo e não só para as cidades, mas também como exemplos muito importantes para o resto do mundo, principalmente aqueles que têm este tipo de problemas, e estou a pensar diretamente em África. Eu termino recomendando verem um filme, não se pode falar na Netflix, um filme que eu recomendo, eu não sei dizer nem em inglês, nem em francês, mas em português o título é deste ano, o filme. É o rapaz que apanha o vento. Vocês já viram? The Boy, It's not the catch, it's another nome, mas vão ver. E que acho que exemplifica muito bem o problema que temos que tratar. Isto é uma história verídica, portanto, isso nos faz pensar melhor. É um filme em português? É um filme, não, é um filme americano, é passado no Malawi. Okay. E é muito interessante ver como o problema da água, de facto, é um problema de hoje em dia vai ser pior. Termino dizendo que o futuro agora é mesmo isso. É o título é o subtítulo desta exposição. É que o futuro é mesmo agora. Nós estes assuntos temos que tratar já. Há um pequeno pormenor que eu gostava de frisar. Hoje choveu. Foi ótimo. Porque eu já estava a rezar para que não houvesse incêndios nos tempos mais próximos.
Já estava com este calor que estava a ver, bem choveu, isto já diminuiu a minha ansiedade durante mais uma semana. Mas aí está outro assunto absolutamente ligado à água, é que nós podemos guardar água quando chove e podemos também aproveitar a água que está nos nossos lençóis freáticos, e essa é outra maneira de nós percebermos como é que podemos ir buscar água e utilizar água. Porque a recarga dos aquíferos, se for bem estudada, permite-nos ter maior variedade de fontes de fornecimento de água. Estou-me aqui a dizer já 3 vezes para eu estar calado, mas eu não queria terminar sem de novo agradecer muito ao Instituto Francês, à Embaixada Francesa, e gostava muito que estas 4 conferências fossem um motivo para nós, em 2020, ainda alargarmos mais este intercâmbio de conhecimento, e é isso que eu espero que em 2020 Lisboa, capital verde europeia, seja também, ou que sirva para isso, para aprendermos todos e principalmente aprendermos com aplicações concretas no território. Nós temos todos a aprender muito uns com os outros. Lisboa não ganhou porque é melhor do mundo, porque não é, mas porque evoluímos, porque acho que aprendemos com Paris, aprendemos com Lille, aprendemos com Lyon, estou a falar de cidades francesas, porque aprendemos mesmo o que se faz nessas cidades. E acho que essa troca de conhecimento é absolutamente essencial. O futuro é agora, e agora o futuro começa também por estas conferências, espero que corram muito bem. Eu daqui vou sair para uma visita a uma grande obra, já feita a publicidade, que é o Corredor Verde de Alcântara, que era uma obra que toda a gente dizia que era impossível de fazer em Lisboa, que é uma coisa que vai ligar Campo de Lido ao Rio, no meio de autoestradas e linhas de caminhos de ferro. Eu depois convido-vos a todos para ir visitar para o ano, quando aquilo foi inaugurado, porque é uma obra que era impossível. Este tipo é maluco, vai fazer um corredor verde, porque são 10 hectares, no meio de autoestradas e tal, mas aquilo vai ficar um sítio ótimo, principalmente com uma coisa muito importante, que a água deve ser isso, é que dá coesão social. Nós, de repente, unimos bairros, unimos pessoas, de uma maneira sustentável. Isso é uma grande honra para Lisboa ter um exemplo desses, que espero que seja depois aplicado para outros, e onde vai ter água reciclada, e onde as coisas vão ser regadas com a água de hectare, e que a água vai ser distribuída com a energia solar, e vai ter verde, e vai ter mais sombra por causa das ondas de calor. Portanto, acho que isto vai ser muito bom. E, portanto, espero que as vossas conferências sejam ótimas e que o futuro comece agora. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador José Sá Fernandes. Mon propos va être beaucoup plus institutionnel et moins celui d'un expert comme vous. J'ai appris beaucoup de choses. Non, je voulais tout d'abord vous dire que notre ambassadrice Florence Mangin souhaitait être ici avec vous aujourd'hui pour ouvrir ce cycle de conférences. Voilà, malheureusement, son emploi du temps ne lui permet pas. Donc elle vous dit bonjour et elle m'a dit qu'elle ouvrira une autre conférence de ce cycle. Ensuite, mes premiers mots vont aller à la ville de Lisbonne, à la Câmara Municipal de Lisboa, que je remercie infiniment d'avoir suivi cette initiative, d'avoir suivi notre proposition d'échange entre spécialistes autour des villes durables et aujourd'hui de l'eau. Vraiment, ça a été un travail très intéressant. Je crois que vos équipes et nos équipes travaillent depuis quelques mois sur ce sujet et dans un très bon état d'esprit. Donc vraiment,
merci de ce travail commun qui aboutit aujourd'hui par quelque chose de concret, par cette première réunion. Et puis peut-être aussi, j'aurais peut-être dû commencer par là, déjà toutes mes félicitations à la ville de Lisbonne pour cette nomination de capitale verte européenne 2020. Maintenant, je comprends un peu pourquoi, après votre exposé, je comprends un peu pourquoi, il y a sûrement plein d'autres raisons, mais je comprends un peu pourquoi vous avez eu cette nomination. Donc félicitations, et puis je vous souhaite bon courage pour cette année 2020. Je crois que vous avez prévu beaucoup d'activités. Et je vous adresse tous mes voeux de succès pour la réalisation de cette année 2020 qui sera, j'en suis sûr, très intéressante. Et à l'ambassade, à l'Institut français, on suivra de très près toutes vos activités. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, donc, je vous dire, mais vous le savez peut-être déjà, que aujourd'hui nous inaugurons donc, ce cycle de 4 conférences consacrées au thème des villes durables. Aujourd'hui, nous avons choisi ce thème des villes durables parce que c'est un thème pertinent, important pour nos deux pays. Évidemment, le sujet avec le Futuro Agora, évidemment on a voulu, c'est pas seulement en 2020 qu'il faut parler de ça, c'est tout de suite, comme vous l'avez dit, hein, monsieur le Véréador, et donc il y a urgence pour travailler sur ce thème dès maintenant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous a proposé cette initiative dès cette année. L'objectif de ce cycle franco-lisboète de conférences est de stimuler les échanges entre les acteurs français et les acteurs portugais de ces secteurs. À propos d'échanges, notamment entre les chercheurs portugais et français, j'en profite pour vous indiquer, s'il y a des chercheurs dans la salle ou des universitaires, j'en profite pour vous indiquer que nous venons de lancer, en collaboration avec la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, les appels à projets PESOA, qui est un outil que nous avons, un outil commun avec la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, qui est un système de bourse qui a pour vocation à favoriser l'émergence de nouveaux projets de recherche, des projets franco-portugais. C'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 17 juin. Vous pouvez le consulter sur le site de l'Institut français du Portugal ou sur le site de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous adresser à Vincent Grignol, qui est ici. Lève-toi, Vincent, voilà, qui travaille à l'Institut et qui est un spécialiste de ce programme de soutien aux chercheurs français et portugais. Revenons à la réunion d'aujourd'hui. Donc, cette première réunion, cette première conférence est la première d'un cycle de 4 conférences. Donc aujourd'hui, sur les défis du cycle urbain de l'eau. Le 4 juillet, ce sera sur la biodiversité urbaine et les services écosystémiques à la Fondation Gallus Gulbenkian. En septembre, le thème sera la transition énergétique et la mobilité au pavillon de la connaissance des Ciencia Viva. Et enfin, en octobre, sur la planification urbaine et la construction durable à l'hôtel de ville de Lisbonne. Je tiens à remercier vivement les intervenants qui se sont mobilisés pour la session d'aujourd'hui. Maria João Rosa du Laboratoire National d'Ingénierie Civile du Portugal, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas eu l'occasion de la saluer. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Monsieur Jean Launay, président du Partenariat français pour l'eau et du Comité national de l'eau, merci beaucoup de votre présence, Monsieur le Président. Jean-Paul Collin, qui vient de sortir de la salle, je crois, donc le vice-président de la métropole du Grand Lyon, en charge de la gestion de l'eau et de l'assainissement, Monsieur Bernard Barraquet, chercheur au CNRS, et Monsieur Diogo Talon, qui est le directeur du département eau de Veolia, Portugal. Merci à tous vraiment de votre présence et de votre engagement pour la réussite de cette première réunion. Je souhaite aussi remercier Aguas do Tejo Atlântico pour la visite technique qui a eu lieu ce matin à la station de traitement des eaux d'Alcantara, et je remercie aussi tous les participants à cette visite, et je remercie la société Veolia pour
son soutien à l'organisation de cette journée. Merci beaucoup. Je remercie également mes collaborateurs de l'Institut français du Portugal qui, je vous l'ai dit, travaillent depuis quelques mois avec l'équipe l'équipe sœur de la Câmara municipale de Lisbonne. Donc je remercie pour l'Institut Vincent Brignol que j'ai cité tout à l'heure, Étienne Raison aussi et Carolina Cardoso pour tout leur travail qui se concrétise aujourd'hui par cette première conférence. Je remercie aussi l'Institut français de Paris qui participe au financement de cette belle action. Maintenant, la parole est aux spécialistes. Les intervenants d'aujourd'hui vont vous donner une idée de l'expertise française et portugaise dans le domaine de la gestion durable de l'eau. Ils vous expliqueront quels sont les modèles de gestion, les défis actuels, mais aussi les innovations réalisées au Portugal et en France. Je leur laisse donc la parole sans plus tarder. Merci beaucoup de votre attention. Esqueci de falar das inovações. Si vous voulez rester près de l'ordinateur pour changer les... Mon propos n'est pas lié à l'ordinateur, c'est juste quelques slides à envoyer. Ah, ok. Et ça vaut la peine de les passer? Non? Si, passer, mais je peux pas. Il n'est pas libre, peut-être qu'il ne passe pas lui-même. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord remercier à mon tour les organisateurs de cette première journée, l'ambassade de France, l'Institut français, la ville de Lisbonne bien sûr, pour cette invitation, et féliciter particulièrement la ville d'avoir remporté ce prix de la capitale verte européenne pour 2020, et remercier Sophia pour les commentaires de toute la matinée et de tout ce qu'elle nous a permis de voir. Je me présente un petit peu à vous. J'ai été député à l'Assemblée nationale française pendant 19 ans, représentant le département du Lot, dans le sud-ouest de la France. Et en arrivant comme parlementaire à l'Assemblée nationale en 1998, j'ai trouvé que le sujet de l'eau était, c'est-à-dire en 1998, un an après les autres, sur une élection partielle, j'ai trouvé que le sujet de l'eau n'était pas porté. Il était orphelin. Peu de députés se préoccupaient de ce sujet, et j'ai poussé à la création d'un groupe d'études agréé dans le cadre de l'Assemblée nationale pour porter les sujets de l'eau. Et en décidant d'arrêter ce parcours d'élu national, après avoir été aussi élu local, maire d'une petite commune dans le sud-ouest de la France, je me suis engagé encore un peu plus sur ce sujet de l'eau, et je préside donc le partenariat français pour l'eau depuis 3 ans, et encore pour 3 ans. En présentant, vous dire un mot sur le partenariat français pour l'eau, il a été créé au moment du Forum mondial de l'eau de Marseille en 2012, et sous l'impulsion de la ministre de l'Environnement de l'époque, pour regrouper tous les acteurs de l'eau français dans 6 collèges, l'État et ses établissements publics, les parlementaires et les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations scientifiques et techniques, travailler sur l'eau et l'environnement plus généralement, les organisations non gouvernementales et aussi les personnes physiques françaises ou étrangères. Donc,
ce que nous représentons, c'est une force capable de bâtir des plaidoyers partagés. On travaille des sujets, je vais vous dire lesquels, et on peut porter ces plaidoyers, bien entendu, à l'international, mais je suis de ceux qui pensent que pour pouvoir les porter à l'international et à l'étranger, il faut d'abord être exemplaire sur son propre territoire. En rappelant au ministre de l'Environnement, de l'écologie français de l'époque, en 2017, après les dernières élections françaises, à Nicolas Hulot, pour citer son nom, en lui présentant le PFE, il m'a demandé de continuer de présider le Comité national de l'eau que je présidais auparavant comme parlementaire. Et il se trouve que la France s'est engagée aussi à l'automne 2017 dans un processus qui s'appelle les Assises de l'eau. C'est le président de la République qui a souhaité, dans un discours produit devant les maires de France réunis pendant leur 100e congrès en novembre 2017, qui a suggéré que se déroulent des assises de l'eau autour de la problématique particulière de la qualité des réseaux, du renouvellement des investissements sur les réseaux d'eau et d'assainissement, sur la lutte contre les fuites, sur les problèmes éventuels de santé publique liés à des eaux qui ne pourraient pas être de bonne qualité, et donc et à mesurer aussi devant les maires le sous-investissement qu'il pouvait y avoir dans le sous-investissement public local des collectivités dans le domaine du renouvellement de leur réseau. Cette première phase a eu lieu dans le courant de l'année 2018, c'est terminé en juillet 2018, et j'en étais le coordinateur national auprès du secrétaire d'État Sébastien Lecornu, du secrétaire d'État à l'environnement. J'ai plaidé pour qu'il y ait une deuxième phase des assises de l'eau en France, plus consacrée au grand cycle de l'eau, et ce que nous avons visité ce matin, et le thème de la conférence du jour nous amène effectivement sur ces sujets du grand cycle de l'eau. Je considère, soyons clairs, que le cycle de l'eau est un cycle unique pour des raisons techniques et pratiques. Il valait mieux en France séparer le débat, puisque les enjeux financiers, même s'ils sont toujours financiers à la fin pour avoir des moyens pour mettre en place des politiques, les sujets étaient suffisamment distincts techniquement pour qu'on fasse deux phases dans ces travaux. Mais le PFE, pour y revenir, le partenariat français pour l'eau, que je préside maintenant, son grand engagement, c'est aujourd'hui 3 sujets principaux. Le climat, on a un groupe de travail dédié au climat. Un autre groupe de travail dédié à la biodiversité aquatique. Et le troisième est consacré aux objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable, ce concept onusien qui succède aux objectifs du millénaire pour le développement, mais dont je suis persuadé qu'il est primordial, en tout cas dans ces objectifs de développement durable. Il y en a un qui s'appelle le numéro 6, qui est entièrement consacré à l'eau. L'ODD 6 donc, permet pour moi de remettre l'eau en haut de l'agenda politique, et les assises de l'eau, le processus des assises de l'eau en France a permis aussi de remettre l'eau en haut de l'agenda politique. Nous travaillons aussi sur l'eau dans les situations d'urgence, les leviers d'accélération du développement durable, mais au bout du compte, si nous travaillons sur tous ces objectifs, ce sont véritablement les ODD en eux-mêmes que nous serons capables d'atteindre. Alors que sont les objectifs de développement durable? Ils sont 17 grands objectifs pour atteindre la paix, la prospérité, la protection de la planète. Derrière ces 17 objectifs, il y a 169 cibles et 232 indicateurs de progrès. Donc les objectifs de développement durable offrent un cadre clair et intégrateur
des dimensions du développement durable, c'est-à-dire des dimensions économiques, environnementales et sociales du développement. Donc nos deux pays, la France et le Portugal, se sont engagés en 2015 à les atteindre pour une date maintenant bornée, 2030. Donc, et la France est en train de finir, elle doit le faire normalement à la fin de ce mois de juin, d'établir sa feuille de route nationale sur les objectifs de développement durable. Et elle doit le faire, et tous les pays, à mon sens, ne peuvent le faire sans y associer toutes les composantes de la société. Le PFE, le Partenariat français pour l'eau, a participé à tous ces travaux au titre de son implication dans le processus international et parce qu'il y a en tout une vingtaine de cibles qui touchent à l'eau. Et ces cibles ne peuvent pas être atteintes si on ne les décline pas territorialement, sans l'implication des collectivités. À cet égard, ce que nous avons vu ce matin et l'implication de la ville de Lisbonne est particulièrement notoire, puisque on voit bien que c'est une gestion territorialisée de l'eau qui va permettre de réussir des objectifs d'économie, de partage, de qualité et de protection de la ressource et d'appui sur un concept qui est de plus en plus vivant et de plus en plus probant, qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Notre association, le Partenariat français pour l'eau, a produit une publication, je crois qu'il y a dans une diapo, il y a le titre de la brochure qui est présentée, une publication avec l'Association des maires de France, la Banque des territoires, qui est la banque de la Caisse des dépôts et consignations en France, le Syndicat des eaux d'Île-de-France et l'Association scientifique des techniciens de l'environnement, l'ASTE, a produit une brochure pour accompagner les communes et les villes dans la mise en œuvre de cet objectif de développement durable numéro 6 sur l'eau et des 12 cibles qui touchent à l'eau et qui sont sur les autres objectifs de développement durable tels que la pauvreté ou le climat. Cette publication a été présentée dans le cadre du 101e Congrès des maires de France en novembre 2018. Je suis convaincu que les objectifs de développement durable peuvent accompagner les villes sur les questions d'aménagement du territoire et d'urbanisme. En effet, si on rentre un peu dans le détail, les cibles 6.1 et 6.2 de l'ODD 6 visent nominativement l'accès de chaque individu à l'eau et à l'assainissement. La cible 6.3 vise la dépollution des eaux usées par assainissement collectif ou non collectif. Nous avons visité une très belle station d'épuration tout à l'heure. La cible 6B mesure la participation de la population locale à la gestion de l'eau et à l'assainissement. Et la France a décidé de mettre en place un indicateur qui mesure la proportion de services publics d'alimentation en eau potable qui ont mis en place des commissions consultatives des services publics locaux. Donc associer la population, porter à connaissance à la population des objectifs que la collectivité poursuit en matière de gestion de l'eau, évidemment, pour réussir à atteindre plus facilement ces objectifs finaux. Enfin, il y a une cible 6.4 qui veille à l'efficience des différents usages de l'eau, notamment domestiques. Le distributeur d'eau peut améliorer son rendement de réseau par une meilleure gestion patrimoniale de ces réseaux, inciter la population à utiliser l'eau de façon plus économe. Et je voudrais terminer en m'attardant un peu sur la cible 6A qui appelle au développement de projets internationaux de solidarité. Je crois que l'enjeu, il est certes urbain, c'est l'objet des cycles de conférences de ce jour et de celles qui suivront, mais
si l'on a tous conscience de risque de pénurie, en tout cas de manque d'eau, il faudra aussi déboucher sur le nécessaire partage de l'eau et les solidarités aussi, urbain-rural, puisque on sait, mais le maire adjoint l'a dit, que l'eau à Lisbonne venait de plus de 100 km, et donc il faut bien aussi voir dans le parcours de l'eau les solidarités qui se nouent entre les territoires. Donc, cette cible 6A qui appelle au développement de projets internationaux de solidarité, elle est aussi importante au plan sociétal et planétaire. En 2017, 79 collectivités en France appliquaient ce qu'on appelle le dispositif du 1% solidaire pour l'eau. C'est un dispositif, j'en étais le rapporteur pour mon groupe dans l'avant-dernière législature. C'est un dispositif qui permet aux collectivités, à toutes les collectivités qui ont un budget de l'eau, de concentrer 1% de cette masse budgétaire à des actions de coopération décentralisée avec les pays les plus en difficulté dans le domaine de l'eau, évidemment. En proximité, on pensera ici à l'Afrique et à l'Afrique subsaharienne en particulier. Ça représente potentiellement aujourd'hui 13 millions d'euros pour des actions internationales de solidarité. Je pense qu'il faut aller plus loin. On n'est pas au maximum de l'utilisation de ce levier qui représente de l'aide publique au développement, qui représente aussi du don, et donc dont je pense qu'il faudrait l'utiliser beaucoup plus fortement. En dehors de cette ODD 6 et de quelques cibles que je viens d'expliciter, il y a aussi un objectif de développement durable sur les villes, l'ODD 13, sur lequel 3 cibles aussi portent sur l'eau. Elle fixe à l'horizon 2030 les points suivants. Assurer à tous l'accès à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, évidemment on parle du coût de l'eau et de l'assainissement, et assainir les logements qu'on peut qualifier de taudis ou de mauvais logements. Et là, on va retrouver aussi l'association des sujets énergie et eau qui nous ont été explicités ce matin. Deuxième cible eau de cet objectif de développement durable 13 sur les villes, c'est réduire le nombre de personnes affectées par les catastrophes naturelles, ainsi que les pertes économiques résultant de ces catastrophes, y compris celles liées à l'eau. On parle donc typiquement des inondations. Et encore ce matin, ce que nous avons découvert avec les bassins de rétention en cours d'aménagement sur la ville, démontre que cette problématique est bien prise en compte. Troisième cible, c'est d'ici à 2020 d'accroître le nombre de villes qui adoptent des politiques en faveur de l'utilisation rationnelle des ressources. Et les exemples d'utilisation rationnelle ont été largement développés par le maire adjoint tout à l'heure, je n'y reviens pas. Évidemment, pourquoi utiliser de l'eau potable pour nettoyer les voitures ou nettoyer les rues? Et donc, la rationalité doit nous amener à avoir aussi des usages d'eau différents selon des usages eux-mêmes différents. Et également, toujours dans cette cible, d'avoir une gestion globale des risques de catastrophes, dont les sécheresses et les inondations. Voilà, les choix d'aménagement des villes peuvent soit accompagner l'atteinte des cibles des objectifs de développement durable, ou soit les rendre plus difficilement atteignables. Donc pour les villes, intégrer les principes du développement durable au quotidien dans leurs actions, c'est important de le faire, ainsi que de les inclure dans les documents de planification, des documents stratégiques. J'évoque là l'urbanisme en particulier, voire même, si c'est plus complexe, mais le maire adjoint l'a également développé, d'avoir des doubles circuits de l'eau dans la conception des bâtiments du futur. Voilà, en conclusion, nous disons, et c'est la thèse du partenariat français pour l'eau,
c'est que les objectifs de développement durable ne doivent pas être considérés simplement comme un concept onusien, fumeux et lointain, mais qui peuvent concrètement être des leviers d'action pour les collectivités. L'agenda 2030, en effet, résulte de 2 années de consultation des sociétés civiles. Pardon. 3 minutes. Oui, je finis. Il reflète des préoccupations universelles dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Je dirais même doit se reconnaître. Les objectifs de développement durable permettent d'amplifier les projets stratégiques des villes et des territoires. Permettent de développer un cadre, un langage commun, faciliter les échanges entre les collectivités à l'intérieur d'un pays ou entre 2 pays, voire plus largement encore au sein du périmètre européen ou à l'international. Ainsi qu'avec les autres décideurs et acteurs du domaine de l'eau, j'évoque là bien entendu le secteur économique, puisque je vous ai dit que dans le partenariat français pour l'eau, il y avait un collège des acteurs économiques, et je n'ignore pas la place qu'elles prennent à côté des collectivités pour les accompagner dans leur gestion des infrastructures. Voilà, c'était l'objet de l'organisation de ce jour. Ce que nous avons vu ce matin démontre que les problématiques sont identiques pour tous les pays et leurs habitants, car l'eau est le marqueur du dérèglement climatique, par ses trop ou par ses manques. En France, nous venons de sortir la 2e version du plan national d'adaptation au changement climatique. Sur les 10 impacts qui sont ciblés, 8 touchent à l'eau. 4 pour les trop d'eau, submersion marine, inondation, cyclone, montée du trait de côte. 4 pour les manques d'eau, sécheresse, stress hydrique, incendie, diminution du manteau neigeux. Donc, dans la lutte contre le réchauffement climatique, il faut prendre à la fois les mesures d'atténuation, mais aussi, bien entendu, les mesures d'adaptation nécessaires. Et je crois, pour terminer, que tout l'ensemble, le corpus intellectuel que représentent les objectifs de développement durable, dès lors qu'ils sont appliqués à quelque niveau que ce soit, au niveau individuel, microéconomique, du citoyen, du consommateur, ou au niveau plus collectif d'une ville, d'une commune, d'une ville, d'une agglomération, d'un pays, d'une entreprise, peuvent contribuer évidemment à faire tout un ensemble de mesures d'adaptation qui nous permettront d'éviter ces scénarios du pire en matière de réchauffement climatique. Je pense que l'hypothèse du GIEC d'un réchauffement à 1,5 degré plus 1,5 ou plus de degrés est une hypothèse qui risque d'être malmenée si nous n'adaptons pas nos comportements à tous les niveaux. Et évidemment, ça serait un bien grand dommage pour nos sociétés et pour notre planète. Donc, pour les réussir, cet objectif du GIEC, qui est finalement un des cadres de l'accord de Paris, il faut faire vivre les objectifs de développement durable. Je vous remercie de votre attention.